Laisse béton! Dans cet épisode, je vous propose de faire un pas de côté et de regarder ce qui se passe de l'autre côté des Alpes. J'ai souhaité interviewer Paula Dolci, docteure en géographie, qui a choisi comme sujet de thèse les néo-agriculteurs en Italie. À sa thèse, Paula a consacré 5 ans de sa vie, dont une partie en immersion dans les 2 régions qu'elle a choisies pour effectuer ses enquêtes de terrain. La Sardaigne, d'une part, et une zone à une centaine de kilomètres de Rome, d'autre part. Dans cette conversation, Paula nous parle des conclusions de sa thèse, bien sûr, et en particulier de la façon dont les néo-agriculteurs s'appuient sur des réseaux physiques et des réseaux virtuels pour se former à leur nouveau métier. Elle évoque aussi son vécu de chercheuse et la façon dont la précarité qu'elle a si souvent observée dans les familles dont elle a pu partager le quotidien lui a fait reconsidérer les critères de richesse et de pauvreté. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Paula. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Vous êtes docteur en géographie et vous avez choisi comme sujet de thèse les néo-agriculteurs en Italie, c'est-à-dire les gens qui s'installent en milieu rural avec un projet agricole. Pourquoi avez-vous choisi ce thème et pourquoi l'Italie ? Alors il y a évidemment plusieurs raisons pour lesquelles je me suis tournée vers ce sujet. Et je veux dire que la première, elle est vraiment personnelle, puisque la question, on va dire, du retour à la terre et de cette vie rurale, assez autonome, c'est quelque chose qui moi me taraudait depuis assez longtemps. Quelque chose que j'idéalisais beaucoup, et c'est un peu comme un rêve d'adolescente, on va dire, et à laquelle en fait je suis revenue pendant mon master 2. Donc quand je faisais des études de géographie, en fait je suis passée vers d'autres sujets avant. Je savais que je voulais m'intéresser au milieu rural, je savais que je voulais m'intéresser à l'agriculture. Avant ça, j'avais étudié un peu les communautés paysannes au Mexique, et avant j'essayais de trouver un peu une cohérence en fait dans mes études. Et du coup, quand j'ai compris que je pouvais faire le lien entre la géographie et cette envie-là à laquelle je revenais, ça a été un peu un déclic qui a fait que tout s'est mis en cohérence. Et donc j'ai décidé de me confronter à cette réalité-là pour aussi m'éprouver moi. Et la raison aussi de l'Italie, elle a aussi des ressorts personnels, puisque j'ai des origines italiennes lointaines, et ça faisait longtemps que je voulais aussi finalement profiter d'une immersion pour me plonger dans l'Italie, la culture italienne, dans la langue, etc. Donc ça, en fait, c'est tout le pan très personnel, mais qui est quand même un moteur essentiel aussi, puisqu'un sujet de thèse, faut pouvoir aussi avoir je pense un lien affectif aussi fort pour pouvoir le porter. Et donc les raisons davantage objectives et scientifiques, c'est aussi que, alors quand j'ai commencé donc à penser à ce sujet de thèse, dans l'actualité, on voyait quelques articles sur le rapport entre la crise économique et le retour à la terre des jeunes. Donc notamment, c'était des articles surtout qui sortaient sur la Grèce ou sur l'Espagne, mais plutôt des pays, en tout cas d'Europe du Sud. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que il y avait vraiment j'avais un peu l'intuition d'un retournement aussi de représentation sur comment on considérait le milieu rural, mais aussi comment on considérait l'agriculture, puisqu'on passe un peu d'une représentation comme un milieu en crise, et pourtant il y a des gens qui ont envie de se tourner vers ça, et donc il y avait un peu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui changeait. Pourquoi est-ce que le milieu rural, la campagne, mais aussi l'agriculture peuvent devenir attractifs dans ce contexte-là. Et au niveau de l'Italie aussi, j'ai choisi de m'y intéresser parce que donc il y avait cette dimension Europe du Sud, en fait, qui est assez peu étudiée dans les travaux existants, sur les migrations vers les espaces ruraux, mais aussi
les installations en agriculture. Enfin, il y avait peu de choses. Et voilà, ce contexte, cette hypothèse du lien avec la crise économique, qui était un peu mon point de départ, avec laquelle après je me suis un peu détachée, mais c'était quand même une entrée initiale. Okay. Donc dans cette thèse, vous faites l'écho d'un triple changement que vivent ces personnes en quittant la ville, donc un changement géographique parce qu'elles quittent la ville pour s'installer dans une zone rurale, un changement professionnel parce que évidemment la plupart n'étaient pas agriculteurs puisqu'ils vivaient en ville par définition, et un changement socioculturel puisque forcément ils changent de style de vie. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'après vous lequel de ces trois changements a le plus d'impact pour eux au niveau de leur vie, quoi. Alors, disons que ce triple changement, c'est justement la définition sur laquelle je suis partie pour caractériser les néo-agriculteurs, c'est-à-dire que j'ai choisi de les définir par une triple mobilité géographique avec changement de lieu de résidence, professionnel avec l'entrée dans un nouveau milieu professionnel, mais aussi, comme vous l'avez dit, socioculturel, puisque j'ai voulu aussi l'appréhender dans le changement de mode de vie. Et alors, oui, le changement le plus impactant, je dirais que là, ça dépend un peu des trajectoires des personnes, mais aussi de leur profil, on va dire, et d'où ils partent. Parce que après, moi, via cette définition par la triple mobilité, en fait, ça m'a permis de prendre en compte des personnes qui avaient différents types d'ancrage, et donc aussi des personnes qui étaient initialement originaires du territoire où ils sont installés. D'accord. Aussi qui pouvaient avoir des liens avec le milieu agricole, avec des parents agriculteurs, mais qui sont revenus après avoir fait d'autres choses et avoir habité ailleurs. Et donc j'ai aussi pris en compte évidemment les profils auxquels on s'attendrait le plus, c'est-à-dire là pour le coup les personnes qui n'ont ni lien avec le territoire ni lien avec le milieu agricole. Et je dirais que en fonction de ces ancrages-là sociaux et territoriaux, les changements et les effets de rupture sont très différents, puisqu'il y a des trajectoires qui vont avoir beaucoup plus de continuité en apparence, parce que il y a déjà des liens avec le territoire, c'est le lieu d'origine, c'est déjà la profession des parents, même si on s'installe, on fait une autre exploitation, en fait on rentre complètement dans un cadre connu, où on peut compter sur de l'entraide, etc. Et donc là, il y a davantage de continuité apparente, mais en même temps, ça peut être les profils pour lesquels le choix en fait de cette activité agricole a été davantage brutal et subi, puisque ça va être par exemple des personnes qui ont choisi de faire ça après un licenciement ou enfin une crise aussi d'ordre personnel. Et je dirais que pour les profils davantage d'origine urbaine, sans lien avec l'agriculture, etc. Je dirais que c'est vraiment l'aspiration au mode de vie et à l'activité qui fait sens, qui vraiment domine dans le projet, et donc où il y a vraiment la volonté d'aligner tout ça avec des valeurs, des principes, mais qui va se confronter à énormément d'obstacles et de difficultés. Donc, Pour se former, les personnes que vous avez rencontrées s'appuient en tout cas sur les amitiés locales, en gros les gens qui rencontrent, donc du mentorat, je t'apprends les gestes, je te prête un outil, etc. Mais aussi par les réseaux sociaux, parce qu'on est quand même en 2022 et ça doit bien différencier les installations actuelles de celles des années 70. Est-ce que c'est justement ça la vraie révolution, le fait que on est dans quelque part, j'emploie pas le bon mot, mais c'est une néo-agriculture moderne parce que elle s'appuie à la fois sur du très local et du très universel. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, de cette double formation à la fois très concrète et par les réseaux, quoi? Oui, étant donné qu'on a des profils assez nouveaux dans le métier et donc qui viennent avec un capital en fait social et culturel différents, on va dire des profils plus classiques de fils d'agriculteurs qui reprendraient l'exploitation initiale et avec une formation, on va dire encadrée par les institutions. Donc là, c'est vrai qu'on a en fait des profils qui aussi doivent bricoler leur formation eux-mêmes mais en même temps qui ont des capitaux différents puisque on a affaire
globalement une population assez diplômée, qui a fait des études supérieures, souvent sans lien avec l'agronomie ou l'agriculture, probablement, et qui ne passe pas forcément par après des formations, on va dire, professionnalisantes dans le domaine agricole, donnant une capacité professionnelle qui est souvent d'ailleurs demandée pour s'installer. Donc il y a un peu ce truc de il faut bricoler sa formation. Et donc la première chose, c'est l'expérience qui est toujours mise en avant, et donc souvent ils disent il n'y a qu'en faisant que on comprend, on apprend, on ajuste, etc. Mais justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment par la pratique qu'il y a une évolution dans les méthodes, les pratiques agricoles, mais aussi les visions, puisque souvent il y a un projet agroécologique qui est souvent très exigeant et très initialement, souvent par exemple avec l'aspiration à faire de la permaculture, de l'agriculture naturelle, avec une intervention vraiment minimale sur le milieu. Et en fait, on voit bien que tout ça évolue aussi avec la pratique et la nécessité en fait de produire, et aussi le projet en fait, s'il devient vraiment économique et non plus tourné vers l'autosuffisance. Donc toutes ces pratiques-là agricoles et ces modèles évoluent par la confrontation avec l'expérience, mais aussi la confrontation avec, donc comme vous l'avez dit, toutes les relations qui peuvent se tisser localement, et avec tous les passeurs en fait de savoir qui sont vraiment essentiels, et notamment donc c'est là où les agriculteurs locaux avec qui il peut y avoir des confrontations en termes d'approche, de savoir, et certaines tensions aussi, puisque les néos vont commenter autant que les agriculteurs vont commenter vraiment ce qu'ils font et critiquer, etc. Et pourtant, au-delà de ça, il y a vraiment des relations de mentorat qui s'instaurent et qui sont vraiment, chez certains, été assez capitales, quoi. Parce que voilà, il y a une connaissance du milieu, et au-delà des modèles qui sont prônés, il y a vraiment, en fait, ils se retrouvent beaucoup aussi dans des pratiques, et en fait dans des rapports aussi à la nature qui dépassent, en fait, qui leur permettent aussi de dépasser les préjugés qu'ils peuvent avoir. Les catégories un peu agriculteurs conventionnels qui utilisent des produits chimiques, et du coup dans un rapport extrêmement de prélèvement sur le milieu, et en fait non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour revenir à la question des réseaux sociaux, justement, ça faisait partie aussi d'une des sources, mais en fait les sources sont à chaque fois multiples, et donc les réseaux que j'ai pu voir qui étaient importants, c'était donc il y avait à la fois YouTube, mais avec un peu des agri-youtubeurs, mais ça il y en avait pas énormément, mais j'ai rencontré un couple en tout cas qui avaient complètement créé leur chaîne YouTube pour parler justement de leurs pratiques, donner des conseils. Ceux qui m'ont paru plus importants, en fait, c'était davantage des réseaux, davantage de sociabilité formalisée, donc qui se disaient pas comme qui n'avaient pas comme ambition explicite de former, mais davantage en fait des personnes qui se regroupaient autour de pratiques, et qui par exemple créaient un groupe WhatsApp autour de on élève la même race de vaches, et en fait on crée un grand réseau avec la plupart des personnes en fait qui ne se connaissent pas, mais on échange les bons plans sur quel produit utiliser. Là en ce moment il y a ça qui est pas cher. J'ai tel problème, je prends une photo de ma vache, et donc il y avait vraiment des savoirs en fait qui circulaient aussi de ces manières-là, via les groupes Facebook aussi. Et qui doivent apporter aussi une forme de réassurance, quoi. Au-delà des informations pratiques et concrètes, on partage ses galères, et on voit qu'on n'est pas seul. Oui, exactement. Voilà, ça joue exactement ce rôle-là, surtout d'avoir une communauté de pairs avec lesquels échanger. Et notamment dans un contexte où il peut y avoir aussi un isolement, justement localement en fait, dans le modèle agricole choisi, les pratiques, etc. Et c'est vrai que c'est une façon d'être ensemble à distance qui est assez capitale. Et est-ce que ça marche ? Est-ce que les gens que vous avez rencontrés déjà
restent là où ils se sont installés? Est-ce qu'ils arrivent à en vivre pour ceux qui en avaient l'intention? Est-ce que ce qu'ils vivent répond à leurs aspirations? Alors peut-être que vous avez rencontré encore une fois des cas très différents, mais d'un point de vue très global et très macro, qu'est-ce que vous diriez? Alors oui, ça c'est forcément la question qui vient toujours, qui est celle de la viabilité économique et de la transposition en fait d'une utopie, enfin de ce projet initial très 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 global, très exigeant à en fait une réalité et un projet en fait économique. Alors je dirais que sur le plan vraiment de la viabilité économique, déjà les personnes que j'ai rencontrées en fait, elles étaient restées. Donc, c'est-à-dire que quelque part, moi, j'ai pas eu accès aux personnes qui étaient reparties. Je comprends. Donc, peut-être que là, il y a aussi, un biais dans mon étude, ou en tout cas, quelque chose qui appellerait à être complété et creusé, à comprendre pourquoi certains sont partis. Après, je dirais qu'en termes de viabilité économique, c'est un peu une question complexe, dans la mesure où, déjà, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle la viabilité économique, en fait. Puisque moi, dans mon étude, il y a une bonne partie des installations qui, finalement, n'étaient pas vraiment déclarées, ou en tout cas étaient davantage des fermes avec une vocation d'autosuffisance et de la commercialisation ponctuelle, ou de la commercialisation, mais en tout cas qui, sur le plan vraiment de la définition d'une exploitation agricole, ne rentrait pas du tout dans les critères de viabilité. Et de fait, la plupart des installations que j'ai vues n'étaient pas aidées, ne recevaient pas les aides à l'installation des programmes de développement ruraux qui sont financés par la PAC, parce que justement, ils ne remplissent pas les critères de viabilité économique en termes de objectifs de production, surface, moyens de production. Et puis c'est des engagements assez contraignants. Donc on va dire que certaines exploitations objectivement ne sont pas viables économiquement, mais en fait c'est quand même des exploitations qui survivent. Et justement ce qui était intéressant, c'était de rentrer un peu dans la finesse de pourquoi est-ce que ça tient et comment, et de mettre à jour justement toute l'informalité, et toute cette économie aussi d'échange qui passe en dessous des radars, parce que en fait beaucoup de ces fermes fonctionnent sur des circuits courts, fondés sur des relations, des réseaux sociaux. On commercialise via la famille, les connaissances de la famille, le réseau amical élargi. Et en fait, de cette manière-là, on établit tout un réseau de circuits courts en fait qui permet, alors qui n'est pas déclaré, ou de manière partielle, mais qui permet quand même en fait d'avoir des formes de revenus. Donc ça marchait très bien, par exemple pour les produits comme l'huile d'olive, le miel. Des produits un peu qui se conservent. Le maraîchage aussi pouvait avoir ce genre de débouchés, de circuits courts via des connaissances. Mais donc il y avait un peu toute une économie invisible comme ça qu'il fallait déceler et qui pouvait n'être visible que par en fait l'observation de ces pratiques-là. Mais après, je dirais que c'est économiquement, c'est évidemment des métiers qui sont quand même ingrats, où on gagne très peu, et donc je pense que beaucoup de gens en fait que j'ai rencontrés seraient on va dire considérés comme vivant en dessous du seuil de pauvreté si on considère uniquement les revenus, sachant qu'en Italie il n'y a pas le RSA qui quand même, je pense qu'en France permet de soutenir en fait beaucoup de ces formes d'installation qui commercialisent partiellement ou qui reposent, qui sont plutôt en autosuffisance. Et donc des personnes qui vivent avec peu de revenus, mais ce qui a été, je pense, très intéressant et important en fait pour moi aussi en tant que chercheuse, ça a été de reconsidérer en fait mes catégories de richesse et de pauvreté, de confort et d'inconfort, puisque en fait on est dans des choix aussi de vie qui mettent en avant et revendiquent aussi cette austérité et ces formes de vivre bien mais avec peu. Et donc il y avait toute cette question de en fait c'est quoi vivre bien, parce qu'en fait ça fait partie de leur discours
de inverser quelque part les catégories, enfin et de revendiquer en fait des formes qu'on pourrait qualifier, qui seraient qualifiées de pauvreté au regard de nos critères justement de mode de vie urbain, de société de consommation, parce qu'ils déplacent en fait les sources de richesse, et donc ils vont dire que justement la richesse, c'est pouvoir, la vraie richesse, c'est de pouvoir me réveiller le matin et de voir ce paysage, d'être indépendant, d'être libre dans mon métier, d'être au contact de la nature, de manger ce que je produis, etc. Mais justement, en fait, là où c'était, je pense, très important d'être aussi immergé dans leur quotidien, c'était aussi de pouvoir dépasser ce discours-là. Puisque en même temps, enfin, il y a quelque chose qui est revendiqué. Parce qu'évidemment, si j'en reste à l'entretien, je vais avoir accès à la vraie richesse, c'est ça. Oui. Mais sauf qu'en fait, quand on est au quotidien, on peut voir que il y a quand même des difficultés, il y a quand même des formes de précarité qui sont importantes, et que j'ai pu voir notamment, par exemple, dans l'accès à l'alimentation, parce que déjà l'ambition d'être autosuffisant et de juste pouvoir se nourrir avec son produit, c'est quand même ça implique derrière une production qui est quand même importante, bien organisée, constante, et en fait difficile à atteindre. Et donc j'ai pu voir que en partageant les repas au quotidien, que finalement oui, ça pouvait être du riz, des pâtes, pas les légumes du jardin, toujours. Et puis voilà, en termes de confort, hein, ça pouvait être très très rudimentaire. Et donc voilà, des choses un peu qui questionnaient sur dans le vécu des personnes, en fait, parce que toute la question est là. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une appropriation en fait de cette précarité qui est transformée comme finalement quelque chose qui est choisi et qui est le lieu d'autres formes d'épanouissement et de liberté, en fait, ou est-ce que, dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qui peut être davantage subi, mais et après, voilà, on en fait un discours quand même pour défendre notre projet. Et je pense qu'en fait, cette limite-là, elle est floue, et elle est aussi, elle change aussi probablement des moments de vie et des difficultés et voilà, des trajectoires des individus. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise durant ce travail? En 5 ans, j'imagine que votre vision des choses et votre intuition, quelque part, qui vous a fait choisir ce sujet-là, a pu évoluer. Enfin, je l'espère que vous avez eu des surprises et des découvertes. Qu'est-ce que, comme ça, à chaud, qu'est-ce qui vous a le plus surprise? Alors bon, évidemment, beaucoup de choses m'ont surprise, mais toujours difficile de hiérarchiser. Alors, je dirais que la première chose qui m'a surprise et donc qui m'a conduite à une vraie question, qui a été celle de définir en fait ce que j'appelais néo-agriculteur et quel était mon objet d'étude et comment circonscrire cette réalité-là. C'est en fait la diversité des profils et le fait que justement, en fait, pour étudier, je pense, ce phénomène un peu dans sa complexité et son ensemble, il ne fallait pas rester à cette idée que les néos, c'était uniquement les personnes issues de la ville et sans lien avec l'agriculture. En fait, il y avait une multiplicité d'histoires, de trajectoires et d'ancrages qui étaient très intéressantes à considérer. Et c'est pour ça que j'ai adopté cette définition par la triple mobilité, de manière à saisir cette diversité, puisque ça conditionnait aussi derrière les façons d'entrer dans le métier, d'entrer dans le territoire, d'accéder aux ressources, de choisir ses modèles. Et donc voilà, et puis aussi de diversité de projets, hein, puisque c'était pas... Pour moi, c'était intéressant en fait de prendre en compte aussi les personnes qui étaient un peu là, non pas parce qu'ils aspiraient à un mode de vie autosuffisant, super écolo, en rupture, etc., mais aussi par contrainte, et qu'il y avait cette nécessité de s'adapter à une situation un peu subie. On s'est fait licencier. Qu'est-ce que je fais si je veux rester en Sardaigne Je fais du maraîchage parce que mes parents ont un terrain, quoi. Donc je dirais que ça, c'est la première chose. Et après, je dirais que la deuxième source de surprise, elle est... Alors, je vais pas parler de désillusion, parce qu'au contraire,
mais dans justement ces ajustements de l'utopie quelque part que j'ai vécu du coup aussi moi-même en tant que chercheuse, mais aussi au regard des aspirations que j'avais et qui m'ont fait me tourner vers ce sujet, que en fait j'avais envie d'éprouver d'être plus près de cette vie-là. Alors, je vais pas parler, on va dire, de la pénibilité, de la précarité, qui sont en fait plutôt des attendus que je pouvais avoir, et pas des surprises. Mais tant qu'on les a pas éprouvés, effectivement, c'est difficile, ça reste des mots. Donc voilà, c'est ça. Et mais je dirais que c'est plus dans la question, alors de la place des femmes dans ce projet. Oui, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée et qui ne pouvait venir justement que dans l'observation et de la présence au quotidien. Mais qui m'a vraiment questionnée sur en fait la compatibilité entre ce projet de vie, de couple, qui est en même temps un projet professionnel, un projet personnel, et l'égalité donc entre hommes et femmes, puisque finalement, quand il y a une aspiration très forte à donc non seulement à produire, autoproduire, mais aussi faire soi-même, mais aussi il y a souvent des projets éducatifs pour les enfants qui sont type école à la maison, un rapport au corps et aux soins aussi qui va être très tourné vers l'autonomie, quoi. Et du coup finalement, ce que j'ai pu observer en fait dans les couples chez qui j'étais, dans les familles chez qui j'étais, c'est qu'il y avait une division des tâches qui s'instaurait de manière presque systématique, avec retour au foyer pour les femmes et finalement celui qui gardait le lien à l'activité et donc le lien à l'espace extérieur, parce qu'en fait il y a la question de l'accès à la mobilité qui se joue. C'était les hommes, mais parce qu'en fait à partir du moment où les enfants arrivent, c'est très difficile quand on est dans un projet en même temps, professionnel et projet de vie, et qu'il n'y a pas cette séparation entre espace de domestique, espace de travail. En fait, assez naturellement, il y a cette division des tâches qui s'instaure et qui fait qu'il y a une sorte d'exclusion en fait de l'activité économique de la femme. Et c'est là où c'est en même temps ambigu, parce qu'il y a une revendication en fait de la réappropriation du travail domestique, dans le fait de faire soi-même, de éduquer soi-même les enfants, et non pas de déléguer en allant travailler à l'extérieur, en gagnant un salaire qui servirait à financer par exemple une nounou ou des produits qu'on pourrait faire soi-même. Donc c'est quelque chose, une maîtrise en fait qui est revendiquée, mais qui dans les faits est aussi ambiguë, parce que en fait ces femmes se retrouvent assez frustrées, en tout cas de ce que j'ai pu en voir et de ce qu'elles ont pu me confier, de se retrouver à faire la cuisine, à être tout le temps avec les enfants et à la maison, parce que ce qui se joue et ce qui était source de tension, c'était l'accès en fait à la mobilité, qui fait que quand on est en milieu rural et souvent en plus dans par exemple un hameau assez isolé, et que en plus on est dans un ménage avec des faibles revenus, il y a en général une seule voiture qui va servir uniquement à l'activité économique, donc c'est l'homme qui va s'en servir, et en fait la femme elle peut pas bouger, quoi. Donc dans un contexte de faible densité et des distances en fait propres au milieu rural, c'était vraiment une question assez tendue. Mais après là, c'est quelque chose. Je m'appuie sur finalement peu de ménages, puisque l'observation participante, je l'ai fait seulement auprès de 13 familles. J'ai pu observer ça, on va dire, chez 4-5 ménages, quoi. D'accord. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup, mais voilà. Après, c'est pas un cas isolé, quoi. Oui, mais voilà, qu'il faut quand même contextualiser. Et puis, puis là, je parle aussi de choses qui m'ont frappée sur le plan personnel, mais que pareil, il faudrait pouvoir, je pense, étayer, dans la mesure où finalement, ce repli sur le foyer et cette division des tâches inégales, c'est quelque chose finalement qu'on retrouve aussi dans tous les milieux, et quelle que soit aussi l'activité professionnelle. Mais
par les choix justement du mode de vie écologique, autonome, on avait des choses, je pense, qui étaient des tendances qui étaient complètement amplifiées. Et probablement pas anticipées. Non, pas anticipées. L'utopie, elle allait pas jusque-là, quoi. Oui, et non seulement pas anticipées, et ce qui était intéressant, c'est aussi de voir qu'il y avait des formes, alors je sais pas si on peut parler de dissonance, mais que c'était pas du tout incompatible avec le maintien de formes d'engagement et de discours très féministes de la part des personnes concernées. Ouais. Donc, oui, l'être humain est une machine ambiguë. Dans ce contexte-là que vous venez de décrire ou d'autres, est-ce que il y a un exemple qui vous a marqué plus qu'un autre? Quand vous pensez à l'exercice de votre thèse, à ces 5 ans, est-ce qu'il y a une famille, un couple, une installation qui vous revient en mémoire particulièrement plus qu'une autre? Justement, c'est ça qui est bien quand on a un peu de distance temporelle et qu'on revient après. Là, par exemple, je suis revenue 2 ans après. J'ai revu une famille chez qui je fais du woofing pendant environ 3 semaines. Un couple italo-espagnol qui avait italo-argentine plutôt, pendant 6 ans fait voyager, mener une vie de bohème en gagnant leur vie en étant musicien de rue, etc. Donc ils voyageaient un peu partout et qui finalement après avaient décidé de faire leur retour à la terre en Italie, et là qui avaient trouvé donc un terrain avec pour faire du maraîchage mais aussi de l'huile d'olive, et qu'on auto-construit leur maison en terre crue, où ils ont eu 2 enfants. Et c'est un couple chez qui j'ai pu observer en même temps donc qui s'en sortait bien dans la mesure où ils arrivaient à écouler leur production maraîchère. Il y avait aussi l'huile d'olive qu'ils expédiaient à Rome et via les différents réseaux, etc. Donc, et il y avait aussi tout un tas de petits boulots qui étaient par exemple de jardinier, des choses comme ça qui étaient effectuées à l'extérieur. Donc ça permettait de maintenir quand même une certaine viabilité économique, même si quand même très très modeste, mais en tout cas on y mangeait bien. Enfin c'était un endroit très agréable. Et mais j'avais pu observer cette situation en fait assez différenciée entre retour un peu au foyer avec la femme un peu frustrée, etc. De cette situation. Et en fait, quand je suis revenue 2 ans après, ce qui était intéressant, c'était de voir que il y avait une fois que les enfants étaient un peu plus grands, il y avait une reprise en main et un retour justement de la femme qui avait carrément créé, avec sa partie du terrain dont elle s'occupait elle-même, et qu'il y avait eu un agrandissement de l'exploitation et encore d'autres débouchés et des nouveaux projets. Donc c'était vraiment chouette de voir ce renforcement et puis toute cette nouveauté qui arrive. Et c'est vrai que c'est un territoire quand je suis revenue 2 ans après. Il y avait encore des nouvelles personnes qui s'étaient installées, surtout qu'il y avait eu le Covid entre-temps. Donc, bien sûr. Donc en fait, c'était vraiment très chouette de voir cette vie qui s'enrichit, qui continue, qui se maintient, et ces nouvelles rencontres. Alors, l'objet de votre thèse, c'est l'Italie, et je vais pas vous demander si c'est pareil en France, ça serait vache, j'imagine que vous n'avez pas fait l'exercice et on ne peut que prendre des suppositions, mais malgré tout, avec tout ce que vous avez vu pendant ces années, est-ce que vous auriez des conseils, des recommandations à apporter aux auditeurs de ce podcast qui se projettent sans doute sur une migration en France, mais peut-être en Italie aussi, on est sur une niche. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Alors, en tout cas, la première chose, c'est que même si j'ai pas fait de terrain en France, de ce que j'ai pu lire et même après pu voir, parce que même je me suis un peu promenée et tout ça, c'est que vraiment on est sur des phénomènes similaires et des types de profils qui sont complètement très proches. Okay. La différence, c'est peut-être que en France, il y a davantage, on est plus avancé en termes de dispositifs d'accompagnement et de possibilités de se faire aider, notamment pour la formation du projet. Et en termes de conseils, ce que je dirais, c'est
je pense que le temps en fait est important pour s'initier et pour aussi se connaître, et que il m'a semblé que les expériences vraiment de woofing, mais aussi si on peut de salariat agricole, étaient vraiment des expériences très importantes à avoir. C'est déjà une première étape pour confronter justement son idéal et éprouver en fait ce que c'est que la réalité d'un travail agricole, en termes d'efforts physiques, en termes aussi de répétition, en termes de et puis même de savoir en fait quel type de production nous plaît, et explorer aussi les territoires, puisque parfois on peut choisir un territoire qui fait sens parce qu'on y a des ancrages, parce que c'est là qu'on allait en vacances, ou il peut y avoir tout un tas de choses. Mais sinon, ce qui est très important, c'est justement de pouvoir compter en fait sur des liens, et de s'insérer dans un réseau de sociabilité qui sera aussi un réseau d'entraide. Et donc, je dirais que cette période aussi d'essai, et sans être une installation déjà, je pense qu'elle permet justement aussi de se faire des amis, tout simplement. Et c'est ce qui fait aussi la force après d'une installation, que de pouvoir compter sur les autres, et que ce soit pour l'entraide, mais aussi juste pour avoir une vie sociale. Et donc c'est vrai qu'il y a des territoires en fait qu'on sent très dynamiques. Je pense par exemple au plateau des Mille Vaches en France, donc dans le Massif central, où là, j'ai pu un peu y aller, et c'est vrai que on sent qu'il y a un tissu en fait néo-rural, alors pas seulement néo-agricole, néo-paysan, mais néo-rural, qui fait que je pense qu'on peut très facilement en fait trouver des gens avec qui on peut monter des projets communs, on peut faire réseau de manière formalisée ou pas, mais pour avoir créé des marchés, créer des activités, créer des événements, faire la fête, se voir, et que ça c'est vraiment essentiel. L'Ariège aussi, ça a l'air assez dynamique de ce point de vue-là. Puis bon, il y a tous les territoires néo plus historiques comme l'Ardèche, les Cévennes, ça a l'air assez dynamique de ce point de vue-là. Et l'autre chose que je dirais, c'est aussi que en fait, en France, quelque part, on a la chance d'avoir, alors c'est pas partout parce que ça dépend des départements, mais il y a certaines associations comme par exemple les ADR, qui émanent de la Confédération paysanne, mais qui proposent en fait justement des accompagnements aux projets pour ce genre de transition. C'est super important parce que ça permet aussi d'avoir de faire le point, donc non seulement sur les envies, mais aussi sur les ressources possibles, sur les aides, sur voilà. Et après, je dirais qu'il y a aussi au niveau de la littérature des livres qui sont parus, qui sont très bien, comme je pense par exemple au guide du néo-paysan. Enfin, on a finalement la chance, je trouve, en France, d'avoir un foisonnement quand même de littérature aussi à vocation très pratique, qui permet déjà de faire des premiers tests. C'est vrai qu'on est encore pour l'instant dans un décalage entre, d'une part, on a une situation extrêmement dramatique sur la disparition des exploitations, la baisse du nombre d'agriculteurs, le vieillissement des agriculteurs, mais qui est en décalage avec, de l'autre côté, en fait, une part quand même qui semble assez croissante de personnes qui aspirent en fait à se tourner vers ce métier, mais qui sont confrontées à tout un tas d'obstacles et de verrous dans l'accès au foncier, dans l'accès au crédit, dans l'accès aux aides, et qui font sans aide. Et et je pense que là, il y a l'enjeu, ça va être aussi d'aller vers une plus grande reconnaissance en fait de ces modèles et de ces autres types d'installations et de ces profils-là, de manière à pouvoir aussi accompagner. Je pense que ça va être une des clés en fait de la transition non seulement agroécologique, mais aussi pour répondre à tous les enjeux de développement rural et de maintien en fait d'un tissu local. Notamment pour les zones en déprise, etc., vers une plus grande reconnaissance, un plus grand accompagnement de ces profils-là. Merci Paula pour votre temps ce matin et pour toutes ces explications.
C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.